D'abord, je voulais remercier bien sûr Christine et Fabrice pour leur invitation à l'occasion de cette élection législative. Remercier Sophie et les élus d'Enghien. Fabrice disait tout à l'heure, je sais plus ton expression, c'est admirable de militer à Enghien. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est un endroit difficile. Mais en même temps, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis très attaché à la 6e circonscription pour la bonne raison que j'y ai grandi et que j'y ai adhéré au Parti Socialiste d'ailleurs. Dans la petite section d'Andy-Margency, j'ai vu un représentant là-bas. J'ai vu aussi plein de camarades des villes avoisinantes que je connais depuis longtemps. Et je me souviendrai toujours que ma mère, qui habite toujours dans la 6e circonscription, qui va donc voter pour toi dès le premier tour, ça fait déjà... Non mais il y en a plus, là, parce qu'on est déjà 3 dans la famille. Me disait toujours, en 2001, elle me disait, mais tu sais, moi je sens bien qu'il va se passer quelque chose à Aubonne. Je lui dis, mais maman, tu dis n'importe quoi, Aubonne c'est une ville de droite depuis 50 ans, ça n'arrivera jamais. Bon, le résultat, Balaja a été élu, et bien élu, et d'ailleurs il a été réélu. Je me suis dit, c'est un coup de bol. Ma mère, elle est professeure, elle s'occupe pas beaucoup de politique, elle vote à gauche, mais enfin... 6 ans après, elle me dit, tu sais, je suis allé voir des copines à Montmorency, j'ai l'impression que la gauche va gagner. Mais je lui dis, mais ça va pas la tête, Montmorency, mais c'est la ville la plus à droite du Val d'Oise, c'est pire que l'Isle-Adam, c'est vraiment la bourgeoisie triomphante, ça n'arrivera jamais, crois-moi, tu n'y connais rien. François Dayton a été élu. Et bien élu. Et en plus, il est très apprécié. Donc, moi, je dis, n'acceptez jamais ceux qui disent, non mais Enghien-les-Bains, de toute façon, c'est mort d'avance, c'est comme... On disait ça de Saint-Gratien, et vous avez vu les résultats à Saint-Gratien. On disait ça de Sannois, vous avez vu les résultats à Sannois. On disait ça de Deuil, vous avez vu les résultats à Deuil-la-Barre. Montmagny, c'est aussi une ville de conquête. Soisy est aussi une ville de conquête, même si ça sera peut-être plus long et plus difficile. Bref, cette 6e circonscription, comme toutes les autres circonscriptions du Val d'Oise, elle peut porter la gauche à l'Assemblée nationale, et elle le peut dès cette année. C'est quand même, Christine, un score historique, le score de François Hollande au 2e tour, le 6 mai dans cette circonscription, plus de 50%. Qui l'aurait parié? Eh bien moi, j'ai d'autant plus accepté de venir ici que je me suis dit, je vais peut-être participer à cette grande aventure qui verra pour la première fois une députée socialiste dans la 6e circonscription du Val d'Oise, et franchement, c'est tout le mal que je vous souhaite et que je nous souhaite collectivement. Donc je suis vraiment heureux d'être là pour parler en effet d'un sujet qui est central. Et alors, vous m'avez invité parce que moi, à la région, j'ai la charge de la formation professionnelle et de l'emploi. Mais enfin, il faut quand même qu'on dise des choses très simplement. Ça ne va pas se régler au niveau régional, la question de l'emploi, ni de la formation. On peut y contribuer, mais bien sûr, tout ça ne dépend pas directement de nous. Ça dépend déjà, et c'est pour ça que le moment que nous vivons est un moment crucial, ça dépend déjà de ce que nous allons parvenir à faire en Europe. Le fait que François Hollande ait été élu en disant « nous n'acceptons pas le traité d'austérité ». Et en disant aussi « je vais aller voir Angela Merkel pour lui dire ce traité, le MES et le traité qui lui est adjoint, nous souhaitons le renégocier parce que nous pensons précisément que dans une période de crise telle que nous vivons aujourd'hui, seule une politique de croissance pourra nous permettre de sortir la tête de l'eau et pourra nous permettre de renverser la vapeur et de créer des emplois. C'est ce qu'il a dit, les Français l'ont élu pour ça. Et d'ailleurs, engagement tenu, parce que j'ai vu que c'était la mode de dire ça, engagement tenu, et ça c'est quand même très important, plus important que d'autres mesures symboliques, mais qui ne sont pas déterminantes. La première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir Angela Merkel et de lui dire « voilà ce que nous, Français, voilà ce que moi, président socialiste élu par les Français, je pense qu'il faut faire désormais. » Appuyé en cela par un certain nombre de pays européens, y compris des pays de l'Est. Y compris des pays de l'Est qu'on disait ultra-libéraux et pas du tout acquis à l'idée des politiques de croissance, et qui disent « nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que sinon nous allons dans le mur et nous finirons, hélas, comme la Grèce ou peut-être demain l'Espagne ou le Portugal ». Ce qui est très important, c'est pas seulement la réaction d'Angela Merkel, qui était une réaction prudente, mais c'est normal, à la fois c'est le président sortant, elle est le président qui vient d'arriver, elle soutenait le président sortant, ça n'est pas ses options politiques, elle a toujours dit qu'il fallait mettre l'orthodoxie budgétaire au cœur des politiques européennes, mais en même temps, elle acte ce rapport de force qui est en train de changer. Et ce qui est très important, c'est ce qui s'est passé dans les 2 jours qui ont suivi. François Hollande est allé à Washington, il a rencontré le président américain, et qu'est-ce qu'a dit le président américain? Il a dit « moi je compte sur l'Europe pour mener une politique de relance ». Il a employé ces mots, une politique de relance, une politique de croissance, parce que c'est l'intérêt de l'Europe
mais c'est aussi l'intérêt des États-Unis, et c'est finalement l'intérêt du monde entier de faire en sorte que plutôt que s'enfermer, de s'engluer dans des politiques d'austérité budgétaire, d'austérité monétaire, qui mènent irrémédiablement à la stagnation ou même à la récession, il faut relancer l'économie. Et ça, je pense que ce soutien d'Obama, nous avons absolument à l'utiliser, si j'ose dire, dans cette campagne législative, parce que c'est quand même un soutien de poids. Et ça montre bien que les dirigeants, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient progressistes ou même qu'ils soient conservateurs, se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer comme aujourd'hui. Et donc la politique de l'emploi, bien sûr, elle sera conduite en France, mais elle se détermine aussi à Bruxelles. Et c'est dans ce rapport de force-là qui est en train de se nouer et qui va être amplifié si nous gagnons les législatives, et c'est ce que je souhaite, et surtout si nous les gagnons amplement. C'est la raison pour laquelle il faut faire campagne dans des circonscriptions comme la 6e, parce que c'est ces circonscriptions-là qui vont faire que ça ne sera pas seulement une victoire étriquée, mais que ça sera une vraie victoire. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire campagne ici, et le faire peut-être même plus qu'ailleurs. Ça se joue à Bruxelles, mais ça se joue évidemment aussi au niveau national. Je pense que dans la composition du gouvernement, ce qui était important, au-delà de la joie de voir les camarades que nous connaissons, et dont beaucoup sont venus dans le Val d'Oise d'ailleurs, devenir ministres, c'est de voir qu'il y a quand même une priorité. Enfin, il y en a deux. D'ailleurs, Hollande l'a dit très clairement. Il y a la priorité à l'éducation, il l'a martelé depuis les primaires, donc on ne peut pas lui faire le procès. Là, pour le coup, il a gardé une cohérence absolue depuis le début. Et la priorité à l'emploi. La priorité à l'emploi, il l'a déclinée de façon très simple. Il a dit d'abord le redressement productif. Bon, c'est vrai que c'est une expression qui n'est pas forcément très heureuse. En même temps, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire aujourd'hui, le problème en France, c'est il y a des délocalisations. C'est-à-dire que suite à une concurrence internationale effrénée et un dumping social et fiscal contre lequel on ne peut rien aujourd'hui, il y a des emplois qui fuient par centaines, par milliers. C'est le cas dans le Val d'Oise. Je veux dire, il y a un certain nombre de boîtes qui ont fermé. Je parle par exemple de ma ville, Persan, où on a 2 grosses entreprises qui ont fermé parce qu'elles ont été délocalisées en Corée et en Chine. Et contre ça, François Hollande l'a bien dit, on ne peut pas se contenter de protestations. Tout ça est un peu vain. Il faut des mesures claires. Et ces mesures claires, c'est ce que nous avons appelé, nous, socialistes, le juste échange. C'est-à-dire, à un moment, il faut protéger les industries européennes au niveau européen. Ça, c'est ce qu'on appelle le juste échange. Il faut les protéger aussi au niveau français. Et donc pénaliser les entreprises qui, à un moment, font ce choix-là. C'est la proposition, je ne me souviens plus du numéro de mémoire, ça doit être la proposition 3, donc c'est quand même prioritaire, qui est une politique en faveur de la relocalisation, avec en plus une sanction financière pour les entreprises qui procèdent à ce type de licenciement. Et la sanction, c'est le remboursement de toutes les aides publiques perçues. Et ça, je peux vous dire, compte tenu de la politique de la droite depuis 10 ans, qui est une politique d'exonération sociale systématique, notamment pour les entreprises qui s'installent en France, ça, je peux vous dire que c'est une mesure très dissuasive. Et donc, on est en train, alors évidemment, tout ça ne se fera pas en un jour, mais on est en train quand même de mettre en place une politique de protection de l'industrie française, de lutte contre les délocalisations qui peut porter ses fruits. Ça ne suffit pas. Deuxième chose, soutien absolu à l'investissement. Aujourd'hui, on a un problème structurel dans ce pays, c'est l'investissement productif qui ne cesse de baisser. Et une des mesures phares, alors là aussi je crois que c'est toujours dans la proposition 3 de mémoire, c'est de dire voilà, nous allons différencier la fiscalité des entreprises en fonction de ce qu'ils font des bénéfices. Vous savez qu'aujourd'hui, une grande partie des grosses entreprises affectent la majorité de leurs bénéfices, non pas à l'investissement, non pas évidemment aux salariés, ça se saurait, mais c'est aux actionnaires. Et c'est de pire en pire depuis 10 ans. Ce que nous proposons, nous, c'est une fiscalité différenciée qui dit si une partie de vos bénéfices, une partie substantielle, va à l'investissement, alors vous serez moins taxés, et y compris on modulera l'impôt sur les sociétés, que si vous redistribuez l'intégralité des bénéfices aux actionnaires. C'est une réforme fiscale très attendue par les gens. Parce que les Français, même s'ils ne connaissent pas les mécanismes fiscaux, et c'est bien normal, ils se rendent bien compte que quelque chose ne tourne pas rond. Il n'est pas normal que des entreprises qui font un chiffre d'affaires et des bénéfices colossaux ne soient pas capables, 1, d'augmenter leurs salariés, 2, d'embaucher, voire même certains licencient. Eh bien là, je crois qu'il y a un combat à mener. Il va être mené par Arnaud Montebourg, qui est le nouveau ministre chargé on disait anciennement de l'industrie, mais son portefeuille est un petit peu plus large, qui va mener ce combat. Puis le troisième, donc je disais,
lutte contre les délocalisations et lutte pour la relocalisation, soutien à l'investissement, et puis troisième chose, soutien à l'innovation. L'innovation, c'est bien sûr le soutien à la recherche, et la recherche a été quand même largement sacrifiée sous le gouvernement de François Fillon, donc il faudra réinjecter de l'argent public. Soutien aussi à l'innovation, et c'est tout le sens du ministère de Nicole Bricq. Vous savez qu'il y a environnement, développement durable, énergie. C'est miser sur, on va dire, un nouveau modèle de développement qui permette notamment une nouvelle forme de croissance. C'est ce qu'on a appelé la croissance verte. Moi, je crois beaucoup à ce que nous avons appelé la social écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas aussi un développement écologique. Il ne peut pas y avoir une nouvelle croissance riche en emplois s'il n'y a pas une réflexion sur le contenu écologique et développement durable de la croissance. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de faire. Donc quand je disais, il y a le combat à Bruxelles, décisif. Il y a le soutien à la lutte contre les délocalisations. Il y a le soutien à l'investissement public et à l'investissement privé. Et puis il y a le soutien à l'innovation. Je pense que ça, c'est quand même un début de commencement de politique de relance en France. Après, bien sûr, il y a des mesures plus spécifiques. François Hollande a dit « Je fais le pari du soutien aux PME ». Chacun sait, et c'est particulièrement vrai dans cette circonscription, je regardais les chiffres tout à l'heure, qu'on a un tissu de PME qui est très important. C'est plus de 80% des entreprises franciliennes aujourd'hui qui souffrent. Qui souffrent souvent parce qu'ils sont dans un environnement concurrentiel qui est difficile, qui souffrent parce que les procédures administratives sont parfois compliquées. Et puis elles souffrent d'avoir une fiscalité qui n'est pas forcément très adaptée. Or, il y a une proposition d'Hollande qui dit c'est simple, on va mettre un taux d'imposition différencié, 35% pour les grandes entreprises, 30% pour les PME et 15% pour ce qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises de 2 ou 3 salariés, mais c'est celles qui créent le plus d'emplois. Deuxième chose, banque publique d'investissement. Vous savez que la droite nous avait beaucoup moqué sur ce sujet, mais quelle est la principale difficulté des PME aujourd'hui? C'est l'accès au crédit. Les banques, surtout depuis la crise, d'ailleurs le paradoxe, parce que c'est quand même les banques qui sont à l'origine de la crise, et c'est les mêmes qui font payer aux salariés et aux entreprises le prix de la crise. Ce paradoxe, il faut continuer à le dénoncer, parce que quand même, on mène aussi un combat idéologique, et quand on écoute les médias, on a l'impression que cette crise est sortie de nulle part, et que doivent payer ceux qui sont seulement les victimes. À un moment aussi, c'est pour ça d'ailleurs que dans une des propositions du programme de François Hollande, enfin maintenant il faut dire Monsieur le Président, mais bon, ça peut rester encore François Hollande pendant quelques semaines. François, il disait à juste titre, on sépare les banques de dépôt des banques de détail, c'est-à-dire qu'il y a des banques dont le métier c'est de prêter aux entreprises et aux particuliers. Ça n'est pas d'aller spéculer avec nos économies et notre épargne sur les marchés financiers. Cette séparation, elle doit avoir lieu. Elle est esquissée en Angleterre, et pourtant on ne peut pas dire que les Anglais sont d'affreux crypto-communistes, mais c'est du pragmatisme. Au moins les Anglais, ils ont ça, ils sont pragmatiques. Soyons-le aussi, et surtout par rapport au pouvoir bancaire. Et donc il faut différencier la fiscalité sur les PME, et il faut cette banque publique d'investissement qui prête à des taux très faibles aux entreprises qui veulent se développer, qui veulent innover. Moi, en tant que vice-président en région Île-de-France, je reçois énormément de patrons de PME qui m'expliquent que leur problème principal, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en région Île-de-France, on a créé un fonds de soutien public. Mais c'est 200 millions d'euros. Ça suffit évidemment pas. La banque publique d'investissement, on est d'accord, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est réinjecter quand même de l'argent public dans les politiques de l'emploi. Et puis troisième chose, enfin, c'est des mesures spécifiques sur l'emploi qui ont été évoquées par François Hollande pendant cette campagne. Il y a le soutien à l'emploi public. Les 60 000 emplois d'enseignants, on en parlera sûrement dans cette réunion, mais c'est aussi du soutien à l'emploi public. Et l'emploi public, contrairement à ce que dit la droite, ce n'est pas que de la dépense, vous savez, c'est les dépenses au fil, quoi. C'est aussi des gens qui ont un salaire, des gens qui consomment, en plus d'éduquer nos enfants, et donc des gens qui créent des richesses. Moi, je ne laisserai personne de dire que les fonctionnaires ne créent pas des richesses. C'est pas vrai. Les fonctionnaires sont comme les autres salariés, ils créent de la richesse. Ensuite, il y a la mesure spécifique des emplois d'avenir. On nous a beaucoup moqué quand nous avions fait en 97 les emplois jeunes. Vous vous souvenez, la droite s'était déchaînée contre nous, c'était 35 heures plus emploi jeunes, c'est quasiment l'équivalent des chars sur la place de la Concorde. En réalité, quand on regarde comment
le milieu économique a réagi à ces mesures, c'est plutôt bon. Et les emplois jeunes, moi j'en connais des dizaines et des centaines de jeunes qui ont obtenu ces contrats, qui étaient des contrats à durée indéterminée, fort bien encadrés, avec de la formation et correctement rémunérés. La plupart se sont insérés sur le marché du travail et aujourd'hui occupent un CDI. C'est ça la réalité. D'ailleurs, tous les chiffres le montrent. François Hollande l'a répété à Nicolas Sarkozy lors du débat de l'entre-deux tours. Mais c'est pour ça que cette politique d'emploi d'avenir, on dit 150 000 emplois d'avenir dans le quinquennat, avec, à mon avis, tout de suite des mesures fortes, parce qu'il faut que ça soit lancé très vite. Hein, donc voté normalement à la fin 2012, ça va participer aussi de cette création d'emplois. Et puis troisième chose, c'est le contrat de génération. Donc on ne connaît pas exactement les contours, parce que ça doit faire quand même l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Vous savez que l'été 2012 va commencer par une grande négociation qui sera à la fois une négociation salariale. N'oubliez jamais, hein, le pouvoir d'achat, les salaires, c'est aussi une façon de relancer la croissance et de créer des emplois. Donc, mais il y aura le pouvoir d'achat, il y aura de mémoire les retraites, la formation professionnelle et le contrat de génération. Le contrat de génération, c'est quoi? C'est on dit, voilà, si une entreprise embauche un jeune qui va être tutoré par un senior, je n'aime pas tellement cette expression, mais en tout cas un travailleur qui n'est pas loin de la retraite, et qui ira jusqu'au bout de la retraite, qui ne sera pas licencié, alors les deux travailleurs seront exonérés de cotisation patronale et pour la durée de ce contrat de génération. C'est bien parce que c'est mettre un pied à l'étrier à une jeune génération, c'est bien parce que c'est permettre à des emplois occupés par des personnels très qualifiés de perdurer jusqu'à la retraite, et puis c'est bien aussi pour la cohésion sociale, parce que il y a quand même deux drames qui peuvent paraître, deux problèmes qui peuvent paraître antagonistes, mais qui sont le même sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ont un problème dans l'accès au marché du travail, hein, puisqu'on rentre dans le marché du travail de plus en plus tard, et avec de plus en plus de qualifications, et avec des contrats de plus en plus précaires, et on en sort de plus en plus tôt. Et qu'aujourd'hui, dans certaines grosses boîtes, moi j'étais totalement halluciné, je suis allé, alors c'est quelque chose que je fais rarement, mais j'avais accepté, je suis allé plancher devant un parterre de DRH d'entreprises du CAC 40. C'était le choc culturel, était assez... Mais bon, en même temps, voilà, moi je suis pragmatique, hein, comme les Anglais, c'est peut-être mon seul côté anglais. Moi je suis pour le débat, la confrontation. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une dame, je crois que elle était de Accenture, de Accor, enfin, vraiment une grosse entreprise, qui disait... Elle disait, nous les seniors, je me disais, mais merde, elle a quasiment mon âge, quoi. Et en fait, voilà, c'était senior à partir de 45 ans. Ça a encore baissé. Vous savez, il y a 20 ans, senior, c'était 60 ans, les gens qui arrivaient à la retraite. Dans les grandes entreprises, ça a baissé à 55, 50. Maintenant, aujourd'hui, ils parlent quasiment de 45 ans. Et je lui disais, mais attendez, vous me dites que vous ne pouvez pas accueillir des jeunes avant 30 ans, parce que parcours chaotique, tout ça, et à partir de 45, vous considérez que ça pose un problème. Eh ben, c'est le marché du travail, si ça se réduit aux gens entre 30 et 45 ans, à un moment, tout ça n'est pas seulement économiquement débile, c'est socialement dangereux, et c'est moralement inacceptable. Il y a un moment, je sais bien que la morale, depuis 5 ans, c'est pas vraiment un sujet qui était quand même sur le devant de la scène, mais enfin, ça joue aussi. C'est tout simplement une société qui ne peut pas continuer à vivre. Et ça, c'est quand même ce qui nous réunit tous, au-delà de... nos appartenances politiques et nos convictions idéologiques. Donc à un moment, ces choses-là, c'est insupportable. Et de ce point de vue-là, le contrat de génération, c'est une réponse à la fois économique et sociale, mais aussi une réponse en termes de vivre ensemble à un problème qui aujourd'hui meurtrit la France. Et je pense que ça fait partie, en tout cas Michel Sapin disait que ça faisait partie des choses qu'on allait mettre en œuvre très rapidement, discuter très rapidement au sein de la conférence salariale. Ça, c'est l'emploi. Évidemment, tout ça ne va pas se régler en un coup de cuillère à peau, si j'ose dire. On peut espérer que... Bon, vous avez vu que là, on est rentré dans une phase de croissance nulle. Aujourd'hui, la croissance est à zéro. On n'est pas... Alors ça, c'était l'argument de Sarkozy. On n'est pas en récession. Non, c'est vrai, on n'est pas en récession. Mais enfin, à zéro, la création de richesse est quand même assez limitée. Tout ça va se remettre en place progressivement. Le contexte international y jouera pour beaucoup, c'est évident. Mais quand même, tout ce qu'on propose de mettre en œuvre, je pense, peut donner ce petit coup de pouce qui fait que la France se redresse peut-être plus vite que ses autres partenaires européens. Après, il faut des mesures structurelles. Et c'est pour ça que j'en arrive finalement au deuxième volet, c'est la formation. Alors, il faut qu'on soit bien clair. Moi, je ne vais pas parler de l'éducation nationale. Non pas que je ne connaisse pas le sujet, non pas que ça ne me passionne pas. Moi, je suis moi-même enseignant, c'est des choses qui m'intéressent, mais
je voudrais vraiment qu'on parle de la formation professionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses. Et ça a commencé avec le président de la République. Tu faisais référence à la tribune que j'ai publiée dans Libération. C'était une réaction aux absurdités qu'il racontait sur... alors Fillon aussi, qui racontait sur la formation. Il disait, voilà, dans la formation, c'est 31 milliards d'euros en France. On prend tout et on le met sur les chômeurs. Ce qu'il disait. Sauf que sur les 31 milliards, déjà la moitié, c'est pas de l'argent de l'État, puisque 15 milliards sur ça, c'est la formation des salariés. C'est leur argent, c'est l'argent des salariés des entreprises. C'est quand même un peu compliqué d'expliquer qu'on va prendre ces 15 milliards-là pour les mettre sur la formation des chômeurs. Sur les 31 milliards qu'il citait, il y en a plus de 5 milliards qui sont en région. C'est quand même, enfin, qui sont en région, c'est de l'argent public, donc c'est à vous contribuables. Enfin, c'est l'argent de la région. Vous voyez bien aussi l'État arriver en disant, bah, on vous prend 5 milliards, c'est quand même pas rien, hein. On le met sur la formation des chômeurs, puis vous ne faites plus rien. En plus, ce qu'il avait oublié, c'est surtout les régions qui font de la formation des chômeurs. Enfin, vous voyez, bon, bref, Sarkozy a raconté n'importe quoi sur cette question. Il a agité l'arme du référendum. Moi, le référendum ne me gêne pas, au contraire. Mais autant poser des vraies questions. Là, ils ont tout mélangé, ce qui fait que, pendant la campagne présidentielle, moi, j'ai rencontré des gens, en effet, qui avaient l'esprit totalement embué sur la question de la formation professionnelle. Donc, soyons précis, la formation professionnelle, c'est quoi ? Première chose, formation des salariés. Les entreprises versent à peu près, enfin, ça dépend, hein, c'est 1% de leur masse salariale, peut-être un peu moins, mais non, c'est moins, pour la formation des salariés. Je ne me rappelle plus le chiffre, c'est peut-être 0, je dis 1%, c'est faux, c'est peut-être 0,1 ou 0,2, ça dépend de la taille de la boîte, pour la formation continue des salariés. Vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez envie d'acquérir plus de qualifications, votre métier est en train de changer, ça arrive quand même très souvent, vous voulez vous reconvertir, ça arrive aussi, formation des salariés. Ça, c'est 15 milliards d'euros dans ce pays, financés par les entreprises. Et qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans ? Moi, je pense que, première chose, c'est qu'il faut simplifier. Aujourd'hui, quand vous êtes un salarié, vous avez des dispositifs c'est géré par les partenaires sociaux, hein, comme vous le savez, c'est des dispositifs par dizaines. Tout le monde connaît le CIF, le congé individuel de formation, mais vous avez fait aussi le DIF, un petit peu différent. Vous avez toujours pour les salariés la VAE, hein, validation des acquis d'expérience, ça fait aussi partie de la formation continue des salariés, mais c'est différent, c'est pas financé pareil, c'est pas les mêmes structures qui s'en occupent. Bref, vous avez une myriade de dispositifs qui font que parfois les salariés sont paumés. Et quels sont les salariés qui sont les plus paumés et qui en réalité ne bénéficient pas de ça? C'est les salariés qui ont un niveau de qualification le moins important. Ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont le plus besoin, y compris qui sont dans des secteurs ou des bassins d'emploi qui sont amenés à se reconvertir, parce que c'était de l'industrie lourde, et parce que c'est en train de changer, et ça on en a dans le Val d'Oise. Regardez Beson, la ville de Beson, c'est pas très loin d'ici, hein. Le bassin d'Argenteuil-Beson, ils sont en train de reconvertir complètement leur tissu industriel. Ils ont misé sur un truc, je ne me demandais pas ce que c'est, ça s'appelle la mécatronique. Apparemment c'est la mécanique de demain, ou même d'aujourd'hui, hein, je ne sais pas trop. Bref, là il y a... Je rencontrais des chefs d'entreprise, ils me disaient, nous on a besoin de plans de formation par dizaines. Hein, c'est des milliers de salariés qui doivent être formés à des nouveaux métiers, même si c'est des boîtes qui perdurent. Formation des salariés, il faut simplifier. Il faut s'adresser à ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est pas évident. Et puis, il faut que chaque salarié, et ça je crois que c'est une réflexion très spécifique que va avoir Michel Sapin dans les semaines à venir, que chaque salarié sache exactement quels sont ses droits en matière de formation. Je vois Marion au fond de la salle, il y a des gens qui connaissent bien ces questions-là, mais je suis sûr qu'en tant que salarié d'entreprise privée, vous n'êtes pas totalement et forcément au courant de tous les droits auxquels vous pouvez prétendre. Et ça, cette simplification-là, qui doit passer à mon avis par quelque chose qui pourrait être du domaine de, je sais pas, la carte vitale formation, quelque chose comme ça. Hein, c'est simple, vous avez vos droits, vous savez à quoi vous pouvez prétendre, vous savez combien ça va coûter, quels sont le nombre d'heures de formation que ça vous donne, etc. Moi, je pense que ça, c'est un chantier essentiel. Donc, quand on parle de formation professionnelle, on parle d'abord de formation des salariés. On parle aussi, et c'est le deuxième point, formation des chômeurs. Alors, la formation des chômeurs. Au-delà de ce qu'a raconté Sarkozy, de ce qu'a raconté Fillon, qui était quand même un peu à côté de la plaque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des travailleurs au chômage, ils arrivent en effet devant Pôle emploi. Pôle emploi, leur métier, ça n'a jamais été
l'orientation sur les formations. Leur métier, c'est quoi? C'est l'indemnisation, c'est essayer de trouver l'offre d'emploi qui va correspondre à la qualification. Ils ne sont absolument pas formés à la formation. Et donc, il ne faut pas, parce qu'il y avait aussi cette tentation dans la droite de dire c'est la faute à ces feignants de Pôle emploi qui font mal leur travail. Pour ceux qui connaissent Pôle emploi, et hélas, on est un certain nombre, en Ile-de-France, quand vous arrivez, vous avez un agent qui va suivre entre 140 et 350 chômeurs. D'accord? Il ne peut lui consacrer que 10 minutes d'entretien individuel, maximum par mois. C'est évidemment trop peu. Et quand Hollande dit il faut réformer Pôle emploi, il faut donner les moyens à un vrai service public de l'emploi, d'accueillir les gens qui sont dans cette situation, de les orienter vers un travail, mais de les orienter aussi vers une qualification, mais de les orienter aussi vers une formation. Tout ça, c'est des emplois, c'est de la formation, et ça ne peut pas se régler d'un coup de baguette magique. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en effet, Sarkozy disait toujours, oui, il n'y a que 10% des chômeurs qui sont formés. D'abord parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qui n'ont pas besoin d'une formation complémentaire, mais qui ont surtout besoin d'un boulot. C'est-à-dire que dans leur branche d'activité, parce qu'on parle toujours des secteurs en tension, mais j'y viendrai, ça c'est un petit peu différent. Dans leur branche d'activité, il y a des difficultés. Les chefs d'entreprise, c'est la crise, ils n'embauchent pas. Ils n'embauchent pas, même si les carnets de commandes commencent à reprendre et tout, parce qu'il y a de la crainte, parce qu'il y a de la peur, et ça on ne peut pas leur en faire le reproche. Donc il y a des chômeurs qui n'ont pas besoin de formation, qui ont plus besoin d'orientation vers une offre d'emploi. Il y a des chômeurs qui, en effet, ont une qualification qui est considérée comme trop faible sur le marché du travail, parce que vous avez vu, ça c'est un peu dramatique, c'est que de plus en plus, on considère qu'un salarié doit avoir un niveau minimum de qualification. Avant c'était le CAP, aujourd'hui c'est le bac. Pour des raisons qui sont... Et encore, ça dépend de certains secteurs. Moi, je discutais avec les professionnels de... Je ne sais plus ce que c'est plutôt les métiers du commerce, pour les cadres. Mais aujourd'hui, ils disaient, nous, bac plus 3, bac plus 5, sinon on ne prend pas. Quoi. Ça, c'est une situation un peu absurde aussi sur le primat du diplôme. Il faudrait en parler. Hein, mais ça, c'est une question de changement de mentalité. Mais en tout cas, les chômeurs qui ont besoin d'être formés, il faut qu'ils arrivent déjà à trouver ceux qui vont les former. Qui forment, en tout cas qui finance le plus les formations de demandeurs d'emploi aujourd'hui, c'est les régions. En région Île-de-France, 10 000 chômeurs formés par Pôle emploi par an, plus de 50 000 par les régions. C'est notre cœur de compétence. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on consacre environ 100 millions, nous, la région Île-de-France, 100 millions d'euros par an à la formation des chômeurs. Moi, je pense que ce qu'il faut simplifier, pour les bénéficiaires, c'est qu'ils aient un interlocuteur et un financeur. Un interlocuteur, un financeur. Moi, je m'en fiche que ça passe par Pôle emploi. Si on donne plus de moyens à Pôle emploi et si les agents de Pôle emploi savent exactement comment orienter les chômeurs, c'est pas grave. En revanche, dire ça devient la compétence région et c'est que les régions qui financent, ça me paraît un peu plus simple. Donc je pense que là aussi, sur la formation des chômeurs, la question vraiment, c'est la question de la simplification. Donc vous avez vu, la formation des professionnels, c'est la formation des salariés, la formation des demandeurs d'emploi. Dernier point, la formation de ce qu'on appelle les jeunes en insertion. Là-dessus, la formation des jeunes. Là-dessus, il y a deux volets. Il y a la formation initiale. La formation initiale, alors là je parle toujours en termes de formation professionnelle, c'est les jeunes en apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis, et les jeunes en lycée professionnel, c'est l'enseignement professionnel. Là, il y a des réformes colossales à faire. L'enseignement professionnel, donc les lycées pro, principal problème, un lycéen sur deux en lycée pro en Ile-de-France décroche. Donc il faudra plus de moyens. Donc il faudra quand même une réflexion sur le devenir de l'enseignement professionnel, et il faudra surtout un peu plus de souplesse par rapport à la formation en alternance. Et j'y viens à la formation en alternance. L'apprentissage en France, c'est balbutiant. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a 100 000 jeunes en Ile-de-France qui sont dans des CFA. Mais là aussi, il y a des problèmes. Il y a un premier problème, c'est que toutes les entreprises acquittent un impôt. Cet impôt, ça s'appelle la taxe d'apprentissage. Cette taxe d'apprentissage est censée financer, par définition, l'apprentissage. Le problème, c'est que 50% de la taxe ne finance pas l'apprentissage. Elle va au financement d'écoles, quelquefois de grandes écoles, de grands établissements, quelquefois de grands établissements qui ne font pas d'apprentissage. Et là, on est dans un système où ça ne va pas. Donc là, première chose, il faut réformer la taxe d'apprentissage. Il faut flécher des crédits de l'apprentissage sur
l'alternance et sur l'enseignement professionnel. On ne va pas se faire des copains. Hein. Évidemment que, je prenais un exemple, en Ile-de-France, l'ESSEC, par exemple, aujourd'hui, c'est 40% de ses étudiants en apprentissage. Est-ce que, franchement, ils ont besoin des subventions de la région et des ressources colossales de la taxe d'apprentissage? Je ne sais pas. Je vais rester prudent. Hein. On est en élection législative, on ne va pas se fâcher avec tout le monde. Mais quand même, on voit bien que là, il y a un problème. Donc il faudra une réforme du financement de l'apprentissage. Il faudra aussi une réforme parce que tout est trop cloisonné. Soit tu es lycéen professionnel, soit tu es apprenti. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans un parcours de 3 ans, prenons le bac pro, qui a été réformé pendant 3 ans, il y a un jeune qui dira « Moi, je ne veux pas aller en entreprise. » Parce que l'alternance, vous savez ce que c'est. Le principe de l'apprentissage, c'est une semaine dans l'entreprise, enfin, c'est une semaine ou un mois, ça dépend, une semaine dans la boîte, et dans le CFA. Il y a des jeunes qui ne sont pas faits pour ça. Et en échange, ils ont une rémunération, les apprentis. Il y a des jeunes qui ne sont pas faits pour ça. Moi, j'en ai rencontré plein qui disent « Moi, je ne me sens pas prêt à aller dans une boîte avec les contraintes de la boîte, parce qu'un apprenti est un salarié. Hein. » Il y a d'autres jeunes, au contraire, et ça se rencontre très jeunes, qui ont 16 ans, et qui disent « Moi, je me sens plus bien dans ce parcours, et je veux le contact direct avec le monde du travail. Il y a des contraintes, je sais, c'est difficile, je sais, quelquefois il y a des patrons qui me font faire quelque chose que je ne devrais pas faire, ça c'est un problème quand même dans l'apprentissage, mais moi je me sens bien là-dedans. On ne va pas les en empêcher. On ne va pas aller contre ça. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait différentes voies de formation. D'abord, l'apprentissage, ça marche. Hein, il y a 70% des jeunes qui sortent de l'apprentissage qui trouvent un CDI à la sortie. Mais ce qui est très important, c'est qu'au lieu qu'il y ait deux mondes cloisonnés, le monde de l'éducation nationale, des lycées pro, qui disent nous, l'apprentissage, c'est pas notre truc, et en plus, vous nous piquez notre argent et nos élèves. De l'autre, l'apprentissage qui dit nous, c'est vraiment très spécifique, vous ne devez pas vous occuper de ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il faut des passerelles entre les deux. Et ça se fait, il y a des CFA publics, donc CFA d'éducation nationale, qui aujourd'hui disent 1 an sous statut scolaire classique en lycée pro, 1 an sous statut alternant, qui reviennent, bref. Cette souplesse-là, elle est possible. Ça ne demande pas des monstruosités d'ingéniosité. Et ça marche. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un enjeu qui est très important. Au-delà des circuits de financement, au-delà de l'aide nécessaire au lycée professionnel, parce qu'ils en ont besoin, il faut aussi qu'on arrive à faire travailler les deux, qui quelquefois se regardent en chien de faïence. Moi, il se trouve que souvent je siège dans des commissions où il y a à la fois les personnels de l'éduc, dont je suis proche, familialement, naturellement, politiquement, et puis le monde de l'apprentissage, dont je suis moins proche, traditionnellement, culturellement. À un moment, il faut qu'ils se parlent. Et le fait que des CFA puissent utiliser des plateaux techniques dans les lycées pro, c'est pas un drame. À l'inverse, le fait que des lycéens pro puissent bénéficier de l'expertise des entreprises qui bossent avec les CFA, c'est pas un drame. On est en train de lancer des expérimentations, ça peut marcher. Et moi, je souhaite que Michel Sapin et Vincent Payon, ils ont commencé à le faire, travaillent sur cette question pour simplifier. En plus, ça nous concerne. Ici, par exemple, tu parlais du CFA municipal d'Anguin. Alors, c'est très original, c'est un CFA municipal qui marche plutôt bien, soutenu par la région quand même. Bien soutenu d'ailleurs. Mais il y a un CFA tout près, là, CFA de Saint-Gratien. Alors là, très bien soutenu, puisqu'on est en train de le rénover complètement. Ça va nous coûter plusieurs millions d'euros pour la région. Hein. Mais les résultats sont très bons. Ils sont sur une niche, c'est la restauration hôtellerie, c'est ce qu'on appelle des métiers en tension, même si j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas ça embauche. Tous les apprentis qui vont sortir auront un boulot à la fin. Et c'est du rôle de la puissance publique de le soutenir. Vous savez qu'en gros, je ne vais pas être technique, mais un CFA, c'est financé par la taxe d'apprentissage et par la région. C'est tout. Voilà, c'est les deux sources de financement. Alors évidemment, nous, on préfère qu'il y ait de la croissance, parce que qui dit croissance dit plus de taxes d'apprentissage, puisque la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires. Plus il y a de taxes d'apprentissage, moins il y a de subventions régionales, moins ça nous fait du pognon à débourser, alors même que les collectivités locales n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, on voit bien la réforme qu'il y a à faire. Puis troisième, donc je disais la formation professionnelle, je répète. Formation des salariés, formation des chômeurs, formation initiale sous statut apprenti et sous statut scolaire. Et puis dernière chose, on l'oublie, mais c'est quand même la priorité du quinquennat de François Hollande, en tout cas une de ses priorités, les jeunes en insertion. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de jeunes en France qui décrochent du système scolaire sans qualification aucune. Aucune. Il y a plus de 100 000 jeunes par an en France qui disparaissent dans la nature, soit après le collège, soit au milieu du lycée, soit à la fac. Et alors, à la fac, ils ont au moins un bac. Mais avant, ils n'ont rien. Et il faut vraiment tout faire pour essayer de raccrocher les jeunes, notamment entre 16 et 18 ans, qui
disparaissent des statistiques, mais qui existent. Et cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui est laissée pour compte, c'est une jeunesse qui est meurtrie, c'est une jeunesse qui ne se sent pas bien, et évidemment, après, c'est notre pays tout entier qui ne se sent pas bien. Alors là-dessus, je pense que la gauche, elle doit prendre des mesures radicales. Première chose, il faut absolument arrêter... Alors, j'allais dire qu'il faut arrêter la coupe dans les dépenses publiques, ça paraît assez évident. Mais la droite a fait quand même des choses assez graves. Un, ils ont ruiné le service public de l'orientation et de l'information. Hein, les CIO, vous savez, toutes ces choses-là, les cités des métiers, tout ça, ça marche. Il faut remettre des moyens là-dessus. Deuxième chose, quel est l'interlocuteur privilégié des jeunes en insertion? Les missions locales. Et on en a dans le Val d'Oise. Et ici, d'ailleurs, aussi, il y a des missions locales qui jouent un rôle absolument prépondérant. Parce qu'elles accueillent le jeune, elles l'orientent aussi bien sur des questions de santé, que des sections de formation, que des questions de loisirs, que des questions de transport. Bref, la mission locale, c'est irremplaçable. La droite, progressivement, a ponctionné. Alors, il y a eu les psychologues, on a coupé les moyens, on a essayé de... Alors, au nom de l'optimisation, on a fait disparaître des missions locales. Je pense que là-dessus, il faut mettre un coup d'arrêt. C'est des interlocuteurs très expérimental qui fait débat à gauche, mais ça fait débat, moi je voudrais quand même parler, ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance. Aujourd'hui, vous avez des expérimentations. Dans le Val d'Oise, il y en a 3. Une antenne à Argenteuil, Cergy et Sarcelles. Et on réfléchit éventuellement à l'implantation dans la vallée de Montmorency, pas loin d'ici. Peut-être même sur le territoire de la Cavale. Qu'est-ce que c'est les écoles de la deuxième chance? C'est des gens qui recueillent des jeunes qui sont sortis du système scolaire depuis 2 ans, qui n'ont aucune qualification, qui ont décroché complètement d'un parcours scolaire. Et ils sont repris en main par des équipes de pédagogues formidables qui leur font des savoirs de base, lire, écrire, compter, de l'histoire, un peu de philosophie, parce que ça fait du bien, mais qui sont aussi en contact avec des boîtes, des entreprises, et qui envoient leurs stagiaires en entreprise. Au début, c'est découverte des métiers. Donc ils vont choisir une boîte, puis une autre, puis une autre. Après, ils vont se dire, voilà plutôt ce qui m'intéresse. Ils sont accompagnés par des tuteurs, par des formateurs. Tout ça coûte cher, mais à la fin, ce qu'on voit, c'est que c'est des dizaines et des dizaines de gosses, en l'occurrence des milliers en Ile-de-France, qui reprennent le chemin soit de l'emploi, soit d'une formation, et une formation qualifiante. Évidemment, quand je parle de formation depuis tout à l'heure, c'est la formation qualifiante. C'est au bout, il y a un diplôme, une qualification. Parce que sinon, là, c'est autre chose. Il y a des boîtes de formation qui font ça. Mais là, on n'est pas du tout dans ce qui nous intéresse. Ben, ces écoles de la deuxième chance, qui ont été lancées par Édith Cresson il y a longtemps, et qui marchent bien sur tout le territoire, je pense qu'il faut généraliser. Et généraliser le soutien, qui est un soutien à la fois un soutien de l'État, un soutien des entreprises, un soutien des collectivités locales, en l'occurrence, surtout de la région. Parce que la région prend aussi en charge la rémunération des stagiaires. Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, vous avez une rémunération. C'est pas très important, mais ça permet quand même de vivre, surtout que les transports, notamment, sont pris en charge via la gratuité des transports pour les jeunes en insertion. Vous voyez, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour qu'on en arrive à ce que nous appelons de nos voeux, et ce que les syndicats avant nous appelaient de leurs voeux, ce qu'ils appelaient la sécurisation des parcours professionnels. Évidemment, un parcours professionnel, c'est parfois chaotique. Évidemment, il y a des moments, il y a des accidents de la vie, personnels, professionnels, il y a des licenciements, ou un licenciement, il y a des moments de découragement, il y a toutes ces choses dans la vie d'un homme et dans la vie d'un salarié qui font que, évidemment, c'est très rare aujourd'hui une carrière linéaire, il y a un début, une fin, on sait exactement ce qu'on va gagner dans 30 ans, voilà, c'est pas la majorité des gens, c'est comme ça. Ça, on a créé la sécurité sociale pour faire en sorte que, quels que soient les pépins de santé, les gens ils puissent se dire, voilà, si je suis malade, je serai indemnisé. Si je suis malade, ma mutuelle et la sécurité sociale me rembourseront mes médicaments. Si je suis gravement malade, l'hôpital public répondra à mes attentes. Et de la même façon qu'il y a une sécurité sociale pour la santé des gens, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on passe aussi à une sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire que les gens disent, en dépit des accidents que je vais rencontrer, en dépit de la situation économique, j'aurai toujours la certitude qu'il y a des politiques publiques qui font que mon parcours est sécurisé du début de l'entrée dans la vie professionnelle, et même avant, c'est-à-dire de ma formation initiale, qu'elle soit compliquée ou pas, jusqu'à ma retraite. Et la retraite, ça va changer, puisque vous avez vu, le décret, un des premiers décrets qui va être pris, c'est
là aussi, engagement tenu, puisque c'est une formule consacrée, droit à la retraite pour ceux qui ont cotisé depuis 18 ans et qui peuvent partir à 60 ans ça va être le mois prochain. D'ailleurs, je finis là-dessus parce que, donc, emploi, formation, on a vu à quel point c'était important, mais il n'y a pas, à mon avis, de politique de l'emploi sans soutien au pouvoir d'achat. Or, vous avez vu que les 3 premières mesures que nous allons prendre sans attendre la nouvelle Assemblée, puisque ce sont des mesures qui peuvent être prises par décret, c'est on augmente l'allocation de rentrée scolaire, 25%, c'est du pouvoir d'achat. On va augmenter le SMIC. Alors après, il y a un débat pour savoir à quel niveau. En ce qui me concerne, je souhaite qu'il soit le plus large possible, parce que je pense que ça peut avoir un effet d'entraînement, notamment dans le rapport de force de la conférence salariale, et puis les questions énergétiques, où il y aura aussi un décret sur le prix des cendres. Vous voyez. Oui. Non. Oui, bref, je finis là-dessus. Donc soutien au pouvoir d'achat dès maintenant, avant même l'élection d'une nouvelle Assemblée. Je pense qu'on va dans la bonne direction, il y a encore beaucoup à faire, mais pour faire beaucoup, il faudra quand même une majorité, il faudra qu'elle soit très large, il faudra que le Val d'Oise amène son écho à la majorité de gauche. Et pour cela, je pense qu'il y a un seul vote possible, ça ne vous aura pas échappé, c'était le vote Hollande, et ça a bien marché dans la 6e circonscription, et j'espère que le vote Hollande il sera amplifié au 2e tour, et qu'on sabrera le champagne ensemble, que cette circonscription aura, pour la première fois de son histoire, une députée de gauche. Voilà.